de Hurlevent par Émilie Brontë. Chapitre 23. La nuit pluvieuse avait fait place à une matinée brumeuse, moitié gelée, moitié bruine, et l'eau qui descendait des hauteurs en gazouillant formait de petits ruisseaux qui traversaient notre sentier. J'avais les pieds trempés, j'étais de mauvaise humeur et peu en train. Enfin, juste dans la disposition propre à me faire le mieux ressentir tous ces désagréments. Nous entrâmes dans la maison par la cuisine, pour nous assurer que M. Heathcliff était bien absent, car j'avais peu de confiance dans sa propre affirmation. Joseph était seul et avait l'air de siéger dans une sorte d'Élysée, à côté d'un feu ronflant, un quart d'aigle auprès de lui, sur la table couverte de grands morceaux de gâteau d'avoine grillée, sa courte pipe noire à la bouche. Catherine courut à la cheminée pour se chauffer. Je demandai si le maître était là. Ma question demeura si longtemps sans réponse que je crus que le vieillard était devenu sourd et que je la répétais plus haut. « Non » grogna-t-il, ou plutôt glapit-il à travers son nez. « Non, vous n'avez qu'à vous en retourner, d'où c'est que vous venez ?»« Joseph » cria de l'intérieur en même temps que moi une voix maussade. « Combien de fois faudra-t-il vous appeler ? Il n'y a plus que quelques cendres rouges. Joseph, venez sur le champ !» De vigoureuses bouffées de sa pipe et un regard résolu vers la grille du foyer indiquèrent qu'il refusait de prêter l'oreille à cet appel. La femme de charge et Ayrton étaient invisibles. L'une partie pour faire une course et l'autre à son travail sans doute. Nous avions reconnu la voix de Linton et nous entrâmes. « Oh, je souhaite que vous périssiez de froid dans un galetas !» dit le jeune homme, croyant que c'était son négligent serviteur qui arrivait. Il s'arrêta en s'apercevant de son erreur. Sa cousine courut à lui. « Est-ce vous, Miss Linton ?» dit-il, en soulevant sa tête du bras du grand fauteuil dans lequel il était allongé. « Non, ne m'embrassez pas, cela me coupe la respiration. »« Mon Dieu, papa m'avait dit que vous viendriez, » poursuivit-il, après s'être un peu remis de l'embrassade de Catherine qui restait debout, d'un air fort contrit. « Voudriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît ? Vous l'avez laissée ouverte et ces détestables créatures ne veulent pas venir mettre de charbon dans le feu. Il fait si froid. » Je remuai les escarbilles et allai chercher moi-même un seau de charbon. L'invalide se plaignit d'être couvert de cendres, mais comme il avait une toux pénible, qu'il paraissait fiévreux et malade, je ne me formalisai pas de son humeur. « Eh bien, Linton, » murmura Catherine, quand il eut fini par dérider son front. « Êtes-vous content de me voir ? Puis-je quelque chose pour vous ? » ?»« Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? » demanda-t-il. « Vous auriez dû venir au lieu d'écrire. Cela me fatiguait terriblement d'écrire ces longues lettres. J'aurais bien préféré de causer avec vous. Maintenant, je ne puis plus supporter ni la conversation, ni rien d'autre. Je me demande où est Zillah. Voulez-vous, il me regarda, voir dans la cuisine si elle n'y est pas ? Je n'avais pas reçu de remerciements pour mon précédent service. Comme j'étais peu disposé à courir à droite et à gauche sur ces injonctions, je répliquai. « Il n'y a personne dans la cuisine, que Joseph. »« Je voudrais à boire, » s'écria-t-il avec irritation en se retournant. « Zillah est constamment à se promener à Gimmerton depuis le départ de papa. C'est indigne. Et je suis obligé de descendre ici. Ils ont résolu de ne jamais rien entendre quand je suis en haut. »« Votre père est-il attentionné pour vous, Master Heathcliff ?» demandai-je, en voyant le peu de succès des avances amicales de Catherine. « Attentionné ? Il les rend un peu plus attentionnés, voilà tout. Les misérables. Savez-vous, Miss Linton, que cette brute de Ayrton se moque de moi ? Je le déteste. D'ailleurs, je les déteste tous. Ce sont des êtres odieux. » Cathy se mit en quête d'un peu d'eau. Elle aperçut un broc sur le buffet, remplit un verre et le lui apporta. Il la pria d'y ajouter une cuillerée de vin d'une bouteille qui se trouvait sur la table. Après avoir avalé quelques gorgées, il parut plus calme et lui dit qu'elle était bien aimable. « Et êtes-vous content de me voir ? » demanda-t-elle en répétant sa première question, heureuse de découvrir sur son visage la trace d'un faible sourire. « Oui, certainement.
C'est une nouveauté que d'entendre une voix comme la vôtre. Mais j'ai été contrariée que vous ne vouliez pas venir. Papa jurait que c'était de ma faute. Il me traitait d'être pitoyable, lamentable, insignifiant. Il disait que vous me méprisiez et que, s'il eût été à ma place, il serait déjà le maître à la grange, plus que ne l'est votre père. Mais vous ne me méprisez pas, n'est-ce pas, Miss? Il faut m'appeler Catherine, ou Cathy, interrompit ma jeune maîtresse. Vous méprisez? Non. Après papa et Hélène, je vous aime plus que personne. Je n'aime pas monsieur Heathcliff, par exemple. Je n'oserai pas venir quand il sera de retour. Restera-t-il parti plusieurs jours? Pas très longtemps. Mais il va souvent dans la lande, depuis que la saison de la chasse a commencé. Vous pourriez passer 1 heure ou 2 avec moi en son absence. Dites-moi que vous viendrez. Il me semble que je ne serai pas grognon avec vous. Vous ne mériteriez pas, et vous seriez toujours prête à m'assister, n'est-il pas vrai? Oui, répondit Catherine, en caressant ses longs cheveux soyeux. Si je pouvais seulement obtenir le consentement de papa, je passerais la moitié de mon temps avec vous. Gentil Linton, je voudrais que vous fussiez mon frère. Et vous m'aimeriez alors autant que votre père, observa-t-il plus gaiement. Mais papa dit que vous m'aimeriez plus que votre père et plus que tout au monde si vous étiez ma femme. Aussi, est-ce ce que je préférerais que vous fussiez? Non, je n'aimerai jamais personne plus que papa, répondit-elle gravement. Puis, il y a des gens qui détestent leurs femmes quelquefois, mais jamais leur sœur ni leur frère. Et si vous étiez mon frère, vous vivriez avec nous, et papa aurait autant d'affection pour vous qu'il en a pour moi. Linton nia qu'il y eût des gens qui détestassent leurs femmes, mais Catherine affirma qu'il y en avait, et dans sa sagesse cita comme exemple la version de son oncle pour sa tante. Je m'efforçai d'arrêter ses propos irréfléchis. Je n'y réussis pas, avant qu'elle eût raconté tout ce qu'elle savait. Master Heathcliff, fort irrité, affirma que son récit était faux. « Papa me l'a dit, et papa ne dit pas de mensonges, répondit-elle vivement. Mon papa, à moi, méprise le vôtre, s'écria Linton. Il le traite de couard et de sot. Le vôtre est un méchant homme, répliqua Catherine, et c'est très mal à vous d'oser répéter ce qu'il dit. Il faut qu'il soit bien méchant pour que tante Isabelle l'ait abandonné comme elle l'a fait. Elle ne l'a pas abandonné. Vous n'avez pas le droit de me contredire. Elle l'a abandonné, cria ma jeune maîtresse. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Votre mère haïssait votre père, voilà. Oh s'écria Catherine, trop exaspérée pour pouvoir continuer. Et elle aimait le mien. Petit menteur! Je vous déteste maintenant. Elle haletait, la figure toute rouge de colère. Oui, oui, elle l'aimait, chantonna Linton. Il s'enfonça dans son fauteuil et renversa la tête pour jouir de l'émotion de son interlocutrice qui était derrière lui. Silence, Master Heathcliff, dis-je. C'est votre père qui vous a raconté cela aussi, je suppose? Pas du tout. Taisez-vous. Elle l'aimait, Catherine. Elle l'aimait. Cathy, hors d'elle, poussa violemment le fauteuil, ce qui fit tomber Linton contre un des bras. Il fut pris aussitôt d'un accès de toux qui le suffoqua et qui mit rapidement fin à son triomphe. Cela dura si longtemps que j'en fus moi-même effrayée. Quant à sa cousine, elle pleurait tant qu'elle pouvait, atterrée du mal qu'elle avait causé. Elle ne dit pourtant pas un mot. Je le soutins jusqu'à ce que l'accès fût passé. Alors, il me repoussa et inclina silencieusement la tête. Catherine cessa ses lamentations, elle aussi, prit un siège en face de lui et regarda le feu d'un air grave. « Comment vous sentez-vous maintenant, Master Heathcliff ?» demandai-je, au bout de 10 minutes. « Je voudrais qu'elle éprouvât ce que j'éprouve, » répondit-il. « Malfaisante, cruelle créature. Ayrton ne me touche jamais. Il ne m'a jamais frappé de sa vie. J'allais mieux aujourd'hui et voilà que... » Le reste de ses paroles se perdit dans un gémissement plaintif. « Je ne vous ai pas frappé, » murmura Catherine, se mordant les lèvres pour prévenir une nouvelle crise d'émotion. Pendant un quart d'heure, il soupira et gémit, comme s'il souffrait beaucoup.
pour inquiéter sa cousine apparemment, car à chaque fois qu'il l'entendait étouffer un sanglot, il s'efforçait de rendre plus pathétiques les manifestations de sa douleur. « Je suis désolée de vous avoir fait mal, Linton, dit-elle enfin, ne pouvant plus y tenir. Mais moi, je n'aurais pas souffert de cette petite poussée, et je n'avais pas idée que vous puissiez en souffrir. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas, Linton ? Ne me laissez pas rentrer chez moi avec la pensée que je vous ai fait du mal. Répondez, parlez-moi. » « Je ne peux pas vous parler, murmura-t-il. Vous m'avez fait tant de mal que je vais passer une nuit blanche à étrangler avec cette toux. Si elle vous tenait, vous verriez ce que c'est, mais vous dormirez tranquillement pendant que je souffrirai le martyre, et sans personne près de moi. Je voudrais savoir ce que vous diriez d'avoir à subir ces effroyables nuits. » Il se mit à gémir tout haut, en s'apitoyant sur son propre sort. « Puisque vous avez l'habitude de passer des nuits terribles, dis-je, ce n'est pas Miss qui aura troublé votre tranquillité. C'eût été la même chose si elle n'était pas venue. Quoi qu'il en soit, elle ne vous dérangera plus, et vous vous calmerez peut-être quand nous vous aurons quitté. »« Faut-il que je m'en aille ?» demanda Catherine tristement, en se penchant vers lui. « Voulez-vous que je m'en aille, Linton ?»« Vous ne pouvez pas remédier à ce que vous avez fait, » répondit-il avec humeur, en se reculant. « Vous ne pouvez que l'aggraver, en m'irritant, jusqu'à ce que j'aie la fièvre. »« Alors il faut que je m'en aille, » répéta-t-elle. « Laissez-moi tranquille au moins. Je ne puis pas supporter le bruit de vos paroles. » Elle hésitait, et résista longtemps à mes efforts pour la décider à partir. Mais, comme il ne levait pas la tête et ne parlait pas, elle finit par faire un mouvement vers la porte et je la suivis. Un cri nous rappela. Linton avait glissé de son siège sur la pierre du foyer et restait là à se débattre, par pure perversité d'enfant, qui se complaît dans son mal et qui a résolu d'être aussi insupportable et odieux que possible. Sa conduite ne laissait pas de doute sur ses intentions, et je vis aussitôt que ce serait folie de vouloir essayer de le satisfaire. Mais ma compagne ne pensait pas de même. Elle revint en courant, tout effrayée, s'agenouilla, pleura, caressa, supplia, tant et si bien qu'il finit par se calmer, faute de souffle. Mais pas du tout par remords de la désolation où il la plongeait. « Je vais le mettre sur le banc, dis-je, et il se roulera comme il voudra. Nous ne pouvons pas rester ici à le veiller. Je pense que vous êtes convaincue, Miss Cathy, que vous n'êtes pas la personne dont la présence peut le soulager, et que son état de santé ne tient pas à son attachement pour vous. Là, le voilà installé. Venez. Dès qu'il verra qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de ses sottises, il sera trop heureux de rester tranquille. » Elle plaça un coussin sous sa tête et lui offrit un peu d'eau qu'il repoussa. Puis il se tourna et se retourna péniblement sur le coussin, comme si c'eût été une pierre ou une pièce de bois. Elle essaya de le disposer plus commodément. « Cela ne peut pas aller, » dit-il. « Ce n'est pas assez haut. » Catherine en apporta un autre pour mettre par-dessus. « C'est trop haut, » murmura cet être exaspérant. « Comment faut-il que je l'arrange alors ?» demanda-t-elle d'un air désespéré. Elle était à demi agenouillée près du banc. Il se cramponna à elle et fit de son épaule un oreiller. « Non, pas comme ça, dis-je. Vous vous contenterez du coussin, Master Heathcliff. Miss a déjà perdu trop de temps avec vous. Nous ne pouvons pas rester 5 minutes de plus. »« Si, nous le pouvons, » répliqua Catherine. « Il est sage et patient maintenant. Il commence à comprendre que j'aurai bien plus de chagrin que lui cette nuit, si j'ai lieu de croire que ma visite a aggravé son état. Et alors je n'oserai pas revenir. Dites-moi la vérité là-dessus, Linton, car il ne faut pas que je revienne si je vous ai fait du mal. »« Il faut que vous reveniez pour me guérir. Vous devez venir précisément parce que vous m'avez fait mal, grand mal, vous le savez bien. Je n'étais pas aussi souffrant quand vous êtes arrivé que je le suis à présent, n'est-ce pas vrai ? Mais vous vous êtes rendu malade vous-même, à force de pleurer et de vous mettre en colère, fis-je observer. Ce n'est pas moi qui en suis cause, dit sa cousine. En tout cas, nous allons être bons amis à présent. Vous avez besoin de moi. Vous aimeriez vraiment à me voir de temps en temps ? Je vous l'ai dit, reprit-il avec impatience. Asseyez-vous sur le banc
et laissez-moi m'appuyer sur vos genoux. C'est ainsi que faisait maman pendant des après-midi entières. Ne bougez pas et ne parlez pas. Mais vous pouvez me chanter une chanson, si vous savez chanter, ou vous pouvez me dire une longue, jolie et intéressante ballade, une de celles que vous m'aviez promis de m'apprendre, ou une histoire. Pourtant j'aimerais mieux une ballade. Commencez. Catherine récita la plus longue de celles qu'elle put se rappeler. Ce passe-temps leur plaisait énormément à tous deux. Linton en voulut une autre, et encore une autre, en dépit de mes vives objections. Ils continuèrent de la sorte jusqu'à ce que la pendule sonnât midi. Nous entendîmes dans la cour Ayrton, qui rentrait pour dîner. « Et demain, Catherine, viendrez-vous demain » demanda le jeune Heathcliff. Il la retenait par sa robe tandis qu'elle se levait à contre-cœur. « Non, répondis-je, ni après-demain non plus. » Mais elle lui fit évidemment une réponse différente, car le front de Linton s'éclaira, comme elle se baissait, et lui chuchotait quelque chose à l'oreille. « Vous ne viendrez pas demain, ne l'oubliez pas, miss, commençai-je, dès que nous fûmes hors de la maison. Vous n'y songez pas, n'est-ce pas ? Elle sourit. « Oh, j'y veillerai, repris-je. Je ferai réparer cette serrure, et vous ne pourrez pas vous échapper par ailleurs. Je puis passer par-dessus le mur dit-elle en riant. La grange n'est pas une prison, Hélène, et vous n'êtes pas ma geôlière. Et puis, j'ai presque 17 ans, je suis une femme. Je suis sûre que Linton se rétablirait vite s'il m'avait auprès de lui pour le soigner. Je suis plus âgée que lui, vous savez, et plus raisonnable, moins enfant. Vous ne le nierez pas. Je me ferai bien vite obéir de lui, en le cajolant un peu. C'est un vrai petit bijou quand il est sage. J'en ferais un agneau, apprivoisé, s'il était à moi. Nous ne nous querellerions jamais, bien certainement, quand nous serions habitués l'un à l'autre. Est-ce que vous ne l'aimez pas, Hélène ? L'aimer ? M'écriai-je. C'est le plus hargneux des enfants maladifs qui ait jamais lutté pour traverser l'adolescence. Par bonheur, comme le prédisait M. Heathcliff, il n'atteindra pas sa 20e année. Je doute même qu'il voie le prochain printemps, et ce ne sera pas une grosse perte pour sa famille quand il disparaîtra. Il est heureux pour nous que son père l'ait repris. Plus on le traiterait avec douceur, plus il serait insupportable et égoïste. Je suis bien contente que vous n'ayez aucune chance de l'avoir pour époux, Miss Catherine. Ma compagne devint sérieuse en entendant ce discours. Parler de la mort de Linton avec autant d'insouciance blessait ses sentiments. « Il est plus jeune que moi, reprit-elle, après une méditation prolongée. Et il devrait vivre plus longtemps. Il vivra. Il faut qu'il vive aussi longtemps que moi. Il se porte maintenant aussi bien que quand il est arrivé dans le Nord, j'en suis certaine. Ce n'est qu'un rhume qui le fait souffrir, un rhume comme celui de papa. Vous dites que papa guérira, et pourquoi pas lui ? Bon. Après tout, il est inutile de nous préoccuper de tout cela. Car écoutez, miss, et prenez garde, je tiendrai parole. Si vous essayez de retourner à Hurlevent avec ou sans moi, j'avertirai M. Linton. Sans sa permission, votre intimité avec votre cousin ne doit pas être renouée. Elle a été renouée, murmura Cathy, d'un air boudeur. Ne doit pas continuer alors. Nous verrons, répondit-elle. Et elle partit au galop, me laissant peiner en arrière. Nous arrivâmes l'une après l'autre à la maison avant l'heure du dîner. Mon maître, supposant que nous avions fait une excursion dans le parc, ne demanda aucune explication au sujet de notre absence. Dès que je fus rentrée, je me hâtai de changer de souliers et de bas. Ceux que j'avais étaient trempés. Mais cette station prolongée à Hurlevent avait été mauvaise pour moi. Le lendemain matin, j'étais alitée, et pendant 3 semaines, je fus dans l'impossibilité de vaquer à mes occupations. Infortune que je n'avais encore jamais subie auparavant, et que je n'ai jamais subie depuis, grâce à Dieu. Ma jeune maîtresse se conduisit comme un ange. Elle venait me soigner et égayer ma solitude. La réclusion m'affaiblit beaucoup. C'est une chose pénible pour quelqu'un d'actif et de remuant, mais il était difficile d'avoir moins de raisons de se plaindre que je n'en avais. Dès que Catherine quittait la chambre de M. Linton, elle apparaissait à mon chevet. Sa journée était partagée entre nous deux. Pas une minute n'était consacrée à l'amusement. Elle négligeait ses repas, ses études et son jeu.
C'était la garde la plus tendre qui eût jamais soigné une malade. Il fallait que son cœur fût bien chaud pour qu'elle, qui aimait tant son père, m'en donnât une telle part. Je disais que ces journées étaient partagées entre nous, mais le maître se retirait de bonne heure, et moi je n'avais en général besoin de rien après 6 heures, de sorte qu'elle avait sa soirée à elle. Pauvre petite, je ne m'inquiétais jamais de ce qu'elle faisait de son temps après le thé, et quoique, fréquemment, quand elle entrait chez moi pour me dire bonsoir, je remarquasse de fraîches couleurs sur ses joues et une certaine rougeur sur ses doigts effilés, au lieu de songer qu'une course à cheval à travers la lande, par ce temps froid, pouvait en être la cause, je les attribuais simplement à la vivacité du feu de la bibliothèque. Chapitre 24. Au bout de 3 semaines, je fus en état de quitter ma chambre et de circuler dans la maison. La première fois que je pus passer la soirée debout, je demandai à Catherine de me lire quelque chose, parce que mes yeux étaient affaiblis. Nous étions dans la bibliothèque, le maître était allé se coucher. Elle consentit, un peu à contre-cœur me sembla-t-il. M'imaginant que le genre habituel de mes lectures ne lui convenait pas, je la priai de faire elle-même choix d'un livre. Elle prit un de ses ouvrages favoris et lut sans interruption pendant 1 heure environ. Puis vinrent de fréquentes questions. « Hélène, n'êtes-vous pas fatiguée ? Ne feriez-vous pas mieux de vous coucher maintenant ? Vous vous rendrez malade à rester debout si tard, Hélène. »« Non, non, ma chérie, je ne suis pas fatiguée, » répondais-je toujours. Voyant qu'il était impossible de me faire bouger, elle essaya d'une autre méthode pour manifester le déplaisir que lui causait son occupation. Elle se mit à bâiller, à s'étirer, puis « Hélène, je suis fatiguée. »« Eh bien, cessez de lire et causons. » Ce fut bien pis. Elle s'agitait, soupirait, regardait sa montre, et enfin, à 8 heures, elle regagna sa chambre accablée de sommeil, à en juger par son air maussade et ses yeux lourds qu'elle ne cessait de frotter. Le lendemain soir, elle parut plus impatiente encore, et la 3e soirée depuis qu'elle avait recouvré ma compagnie, elle se plaignit d'un mal de tête et me quitta. Je trouvais sa conduite singulière. Après être restée seule assez longtemps, je me décidai à aller voir si elle était mieux et à lui demander de venir s'étendre sur le sofa, au lieu de rester en haut dans l'obscurité. Mais impossible de découvrir Catherine, ni en haut, ni en bas. Les domestiques affirmèrent qu'ils ne l'avaient pas vue. J'écoutai à la porte de M. Edgar. Tout était silencieux. Je retournai à sa chambre, éteignis ma bougie et m'assis à la fenêtre. La lune brillait d'un vif éclat. Le sol était saupoudré de neige. Je me dis que peut-être elle avait eu l'idée de faire un tour dans le jardin pour se rafraîchir. Je distinguai une silhouette qui se glissait le long de la haie à l'intérieur du parc. Mais ce n'était pas ma jeune maîtresse. Quand la silhouette émergea dans la lumière, je reconnus un des palefreniers. Il resta immobile pendant longtemps, regardant la route de voitures qui traversait la propriété. Puis il partit d'un bon pas, comme s'il avait découvert quelque chose, et reparut bientôt, conduisant le poney de Miss. Elle-même, qui venait de mettre pied à terre, marchait à côté de lui. L'homme mena furtivement la bête vers l'écurie en traversant la pelouse. Catherine entra par la porte-fenêtre du salon et se glissa sans bruit en haut, où je l'attendais. Elle poussa doucement la porte, enleva ses chaussures couvertes de neige, défit son chapeau et allait retirer son manteau, sans se douter de mon espionnage, quand tout à coup, je me levai et révélai ma présence. La surprise la pétrifia un instant. Elle poussa une exclamation inarticulée et resta immobile. « Ma chère Miss Catherine, » commençai-je, sous l'impression encore trop vive de la tendresse qu'elle m'avait témoignée tout récemment pour pouvoir la gronder. « Où êtes-vous allée à cheval, à cette heure-ci ? Et pourquoi avez-vous cherché à me tromper en me faisant un conte ? Où êtes-vous allée ? Parlez. »« Au fond du parc ? Balbutia-t-elle. Je ne vous ai pas fait de conte. Et nulle part ailleurs ? Non, murmura-t-elle. Oh, Catherine,
m'écriai-je avec douleur. Vous savez que vous avez mal agi, car autrement, vous ne seriez pas incité à me dire des faussetés. C'est cela qui me fait de la peine. J'aimerais mieux être 3 mois malade que de vous entendre forger de sang-froid un mensonge. Elle s'élança vers moi, et fondant en larmes, me jeta les bras autour du cou. Voyez-vous, Hélène, j'ai si grand peur que vous ne soyez fâchée. Promettez-moi de ne pas vous fâcher, et vous saurez toute la vérité. J'ai horreur de la cacher. Nous nous assîmes près de la fenêtre. Je l'assurai que je ne la gronderais pas, quel que pût être son secret, que je devinais bien entendu. Alors, elle commença. J'ai été à Hurlevent, Hélène, et n'ai jamais manqué un jour d'y aller depuis que vous êtes tombée malade, sauf 3 fois, avant que vous ayez quitté votre chambre, et 2 fois après. J'ai donné à Michel des livres et des images, afin qu'il prépare Minnie tous les soirs et qu'il la ramène à l'écurie. Il ne faut pas que vous le grondiez non plus. Lui, n'est-ce pas? J'arrivais à Hurlevent vers 6h30, puis je rentrais au galop. Ce n'était pas pour m'amuser que j'allais là-bas. J'étais souvent bien malheureuse tout le temps. Quelquefois seulement j'étais heureuse. 1 fois par semaine peut-être. Au début, je m'attendais à bien des difficultés pour vous persuader de me laisser tenir la parole que j'avais donnée à Linton. Car au moment où nous l'avions quitté, je m'étais engagée à revenir le lendemain. Mais comme ce jour-là vous êtes resté en haut, j'ai été tirée d'embarras. Dans l'après-midi, pendant que Michel était en train de replacer la serrure de la porte du parc, j'ai pris la clé et je lui ai dit que mon cousin désirait vivement avoir ma visite, parce qu'il était malade et qu'il ne pouvait venir à la grange, mais que papa ferait des objections à cette visite. Puis, j'ai négocié avec lui pour le poney. Il aime beaucoup à lire, et il a l'intention de partir bientôt pour se marier. Aussi m'a-t-il offert, si je voulais lui prêter des livres de la bibliothèque, de faire ce que je lui demandais. Mais j'ai préféré lui en donner des miens, et il a été plus content. À ma seconde visite, Linton paraissait plus animé. Zillah, c'est leur femme de charge, nettoyait la pièce, alluma un bon feu, et nous dit que, comme Joseph était allé à une réunion pieuse et Ayrton parti avec ses chiens, braconnant les faisans dans nos bois comme je l'ai su plus tard, nous pourrions faire ce qu'il nous plairait. Elle m'apporta du vin chaud et du pain d'épices, et se montra extrêmement prévenante. Linton s'assit dans le fauteuil, et moi dans la petite chaise à bascule, devant le feu. Que nous rîmes et causâmes gaiement, et combien de choses nous trouvâmes à nous dire. Nous combinions des promenades, et formions des projets pour l'été. Je n'ai pas besoin de vous répéter tout cela, car vous trouveriez que c'est absurde. À un instant, cependant, nous avons failli nous quereller. Il disait que la manière la plus agréable de passer une chaude journée de juillet était de rester couché depuis le matin jusqu'au soir, sur un talus de bruyère au milieu de la lande, à écouter comme dans un rêve le bourdonnement des abeilles sur les fleurs, le chant des alouettes qui planent bien haut au-dessus de votre tête, à regarder le ciel bleu sans nuages et le soleil brillant d'un éclat implacable. Telle était sa plus parfaite idée du bonheur céleste. La mienne était de me balancer dans un arbre au vert feuillage bruissant, quand souffle un vent d'ouest et que de beaux nuages blancs glissent rapidement dans le ciel. Quand non seulement les alouettes, mais les grives, les merles, les linottes, les coucous prodiguent de tous côtés leur musique. Quand on aperçoit la lande au loin, coupée par de frais vallons noyés dans l'ombre, et tout près, de grands tertres couverts d'herbes hautes, ondulant en vagues sous la brise, des bois et de l'eau tumultueuse, le monde entier en mouvement et frémissant de joie. Il aimait avoir tout reposé, dans une extase de paix. J'aimais avoir tout étincelé et dansé, dans un glorieux jubilé. Je prétendais que son paradis ne serait qu'à moitié vivant. Il disait que le mien serait ivre. Je prétendais que je m'endormirais dans le sien. Il disait qu'il ne pourrait pas respirer dans le mien. La discussion commençait à le rendre très hargneux. Enfin, nous convînmes que nous ferions les 2 expériences dès que le temps serait propice. Puis nous nous embrassâmes et redevînmes amis. Après être restée tranquillement assise pendant 1 heure, je regardais la grande salle avec son dallage lisse et sans tapis, et je pensais qu'on y jouerait joliment bien si l'on enlevait la table. Je demandai à Linton d'appeler Zillah pour nous aider. Nous pourrions jouer à Colin-Maillard,
Elle essaierait de nous attraper, comme vous faisiez, Hélène, vous savez. » Il ne voulut pas. Ce n'était pas amusant, disait-il, mais il consentit à jouer à la balle avec moi. Nous trouvâmes 2 balles dans un buffet, au milieu d'un tas de vieux jouets, toupies, cerceaux, raquettes et volants. L'une était marquée C et l'autre H. J'aurais voulu avoir le C, parce que cela représentait Catherine, et l'H pouvait signer Heathcliff, qui est le nom de mon cousin. Mais l'H laissait échapper du son, et cela ne plaisait pas à Linton. Je le battis constamment. Il en devint maussade, recommença de tousser et regagna son fauteuil. Ce soir-là, cependant, il retrouva facilement sa bonne humeur. Il fut charmé de 2 ou 3 jolies chansons, vos chansons, Hélène, et quand je fus obligée de partir, il me pria, me supplia de revenir le lendemain. Je lui promis. Minnie et moi rentrâmes à la maison avec la vitesse du vent, et je rêvai jusqu'au matin de Hurlevent et de mon cher petit cousin. Le lendemain, je fus triste, en partie parce que vous n'alliez pas bien, en partie parce que j'aurais souhaité que mon père connût et approuvât mes excursions. Mais après le thé, il y avait un magnifique clair de lune. Je montai à cheval et en cours de route, ma mélancolie se dissipa. Je vais passer une autre bonne soirée, me disais-je, et ce qui me fait encore plus plaisir, mon gentil Linton en passera une aussi. Je remontais au trot le jardin des Hauts, et je tournais pour gagner le derrière de la maison, quand je rencontrai cet Earnshaw, qui prit ma bride et m'invita à entrer par la porte de la façade. Il caressa Minnie sur l'encolure, dit que c'était une bonne bête. Il avait l'air de désirer que je lui parlasse. Je me bornai à le prier de laisser l'animal tranquille, sans quoi il recevrait une ruade. Il répondit avec son accent vulgaire. Sa ruade ne me ferait pas grand mal, en considérant avec un sourire les membres de Minnie. J'avais presque envie de lui en faire l'expérience. Mais déjà, il s'était avancé pour ouvrir la porte. En soulevant le loquet, il regarda en l'air du côté de l'inscription du fronton et me dit, avec un mélange stupide de gaucherie et de vanité, « Miss Catherine, je peux lire ça à présent. »« Admirable !» m'écriai-je. « Je vous en prie, faites-nous voir comme vous êtes devenu habile. » Il épela en ânonnant, syllabe par syllabe, le nom. Ayrton Earnshaw. « Et les chiffres ?» lui dis-je d'un ton d'encouragement, voyant qu'il s'était arrêté net. Je ne peux pas encore les lire. « Oh, quel butor !» dis-je, en riant de tout mon cœur de son échec. L'imbécile me regarda, bouche bée, avec une sorte de ricanement sur les lèvres, tout en fronçant les sourcils. Il avait l'air de se demander s'il pouvait partager ma gaieté, et s'il devait y voir une aimable familiarité, ou bien du mépris, ce qui était vraiment le cas. Je dissipais ses doutes en reprenant tout à coup ma gravité et en lui disant de s'en aller, car j'étais venue pour voir Linton et non lui. Il rougit. La clarté de la lune me permit de m'en apercevoir. Lâcha le loquet et s'éloigna furtivement, parfaite image de la vanité mortifiée. Il s'imaginait sans doute être aussi accompli que Linton, parce qu'il était arrivé à épeler son propre nom, et il était absolument déconfit que je n'eusse pas de lui la même opinion. « Assez, Miss Catherine, ma chérie, interrompis-je. Je ne veux pas vous gronder, mais je n'aime pas la façon dont vous vous êtes conduite là. Si vous vous étiez souvenu que Ayrton était votre cousin aussi bien que Master Heathcliff, vous auriez senti combien il était peu convenable de le traiter de cette manière. C'était au moins une louable ambition de sa part que de désirer d'être aussi accompli que Linton. Et il est probable que ce n'est pas simplement par ostentation qu'il s'était mis à l'étude. Vous l'aviez déjà fait rougir de son ignorance auparavant, j'en suis certaine. Il voulait y remédier et vous plaire. C'était faire preuve de très mauvaise éducation que de vous moquer de sa tentative imparfaite. Si vous aviez été élevé comme lui, auriez-vous été plus raffiné ? Enfant, il se montrait aussi vif et intelligent que vous ne l'avez jamais été. Et je suis choquée qu'on le méprise maintenant, parce que ce vil Heathcliff l'a traité aussi injustement. « Allons, Hélène, vous n'allez pas en pleurer, n'est-ce pas ?» s'écria-t-elle, surprise de mon ton sérieux. « Mais attendez, vous allez voir s'il apprenait son alphabet pour me faire plaisir, et si cette brute méritait qu'on fût poli pour elle. » J'entrai,
Linton était étendu sur le banc et se souleva pour me dire bonjour. « Oh, je suis souffrant ce soir, ma chère Catherine. Il faut que ce soit vous qui parliez seule, et je vous écouterai. Venez, et asseyez-vous près de moi. J'étais sûre que vous ne manqueriez pas à votre parole, et il faudra, avant que vous partiez, que je vous fasse promettre encore de revenir. » Je savais maintenant qu'il ne fallait pas le tourmenter quand il était malade. Je lui parlais doucement. Je ne lui fis pas de questions et j'évitais de l'irriter en quoi que ce fût. J'avais apporté pour lui quelques-uns de mes plus jolis livres. Il me pria de lui faire la lecture et j'allais commencer, quand Earnshaw ouvrit brusquement la porte. Le venin lui était venu avec la réflexion. Il s'avança droit sur nous, saisit Linton par le bras et l'arracha de son siège. « Va-t'en, dans ta chambre !» dit-il, d'une voix que la passion rendait presque inarticulée. Sa figure était gonflée de colère. « Emmène-la avec toi, puisqu'elle vient pour te voir. Tu ne m'empêcheras pas de rester ici. Allez-vous-en, tous les deux !» Il nous lança quelques jurons, et sans laisser à Linton le temps de répondre, le jeta presque dans la cuisine. Tandis que je le suivais, il me montra le poing, comme s'il avait envie de m'abattre par terre. J'eus peur un instant et laissai tomber un des volumes. Il me l'envoya d'un coup de pied et ferma la porte sur nous. J'entendis un rire mauvais et chevrotant du côté de la cheminée, et en me retournant, j'aperçus cet odieux Joseph, debout, frottant ses mains osseuses et tout frissonnant. « Gestion, ben sûr qu'il vous fourrait dehors. C'est un rude gars. En v'là un qu'a l'esprit juste. Il sait, oui, il sait aussi bien que moi. Qui c'est qui devrait le mettre ici? Il vous a fait des guerpires proprement. » « Où faut-il que nous allions ?» demandai-je à mon cousin, sans faire attention aux railleries du vieux coquin. Linton était pâle et tremblait. Il n'était pas joli à ce moment-là, Hélène. Oh non, il était effrayant à voir. Sa figure mince et ses grands yeux étaient tout déformés par une expression de fureur frénétique et impuissante. Il saisit la poignée de la porte et la secoua. Elle était fermée en dedans. « Si vous ne me laissez pas entrer, je vous tuerai ! Si vous ne me laissez pas entrer, je vous tuerai !» disait-il, ou plutôt hurlait-il. « Démon! Démon! Je vous tuerai! Je vous tuerai !» Joseph fit entendre de nouveau son rire croissant. « Ah! Ça c'est le père !» s'écria-t-il. « Ça c'est le père! Nous avons toujours en nous quelque chose de chaque côté. T'inquiète pas, Ayrton, mon gars, pas peur. Il ne peut point arriver jusqu'à toi. » Je pris Linton par les mains et essayai de le tirer en arrière, mais il se mit à hurler si affreusement que je n'osais pas continuer. À la fin, ses cris furent étouffés par une terrible quinte de toux. Le sang lui sortait de la bouche et il tomba sur le sol. Je courus dans la cour, folle de peur, et appelai Zilla de toutes mes forces. Elle m'entendit bientôt. Elle était en train de traire les vaches sous un hangar derrière la grange. Elle accourut et me demanda ce qu'on réclamait d'elle. Je n'avais pas assez de souffle pour lui répondre. Je l'entraînai dans la cuisine et je cherchai des yeux Linton. Earnshaw était venu examiner le mal qu'il avait causé, et il était occupé à transporter en haut la pauvre victime. Zilla et moi montâmes derrière lui, mais il m'arrêta à la dernière marche en disant que je ne devais pas entrer et que je n'avais qu'à retourner chez moi. Je m'écriai qu'il avait tué Linton, et je voulais entrer. Joseph ferma la porte et déclara que je n'en ferais rien, et me demanda si je me croyais obligée d'être aussi folle que lui. Je restai là à pleurer, jusqu'à ce que la femme de charge revint. Elle affirma qu'il serait mieux dans un instant, mais qu'il ne pouvait pas se passer de hurler et de faire du vacarme. Elle me prit par le bras et me porta presque dans la salle. Hélène, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Je pleurais, je sanglotais, au point de ne presque plus voir clair. Le misérable pour lequel vous avez tant de sympathie se tenait en face de moi, osant de temps en temps me dire « chut » et nier que ce fût de sa faute. À la fin, effrayé de mes affirmations que je le dirais à papa et qu'il serait emprisonné et pendu, il se mit à pleurer lui-même à chaudes larmes et se sauva dehors pour cacher sa lâche émotion. Pourtant, je n'étais pas débarrassée de lui. Quand enfin ils m'eurent forcé de partir et que j'eus fait quelques centaines de mètres hors de la propriété, je le vis tout à coup surgir de l'ombre dans laquelle se trouvait le bord de la route. Il arrêta Minnie et posa la main sur mon bras. « Miss Catherine, je suis bien fâché, commença-t-il.
Mais vraiment, c'est trop mal. Je le cinglai avec ma cravache, pensant qu'il voulait peut-être m'assassiner. Il me lâcha, en proférant un de ces horribles jurons, et je rentrai au galop, la tête à moitié égarée. Je ne vins pas vous souhaiter bonne nuit ce soir-là, et je n'allai pas à Hurlevent le lendemain. J'avais bien grande envie d'y aller, mais j'étais dans une étrange excitation. Par moments, je redoutais d'apprendre que Linton était mort. Et par moments, je frissonnais à la pensée de rencontrer Ayrton. Le 3e jour, je rassemblai mon courage. Je ne pouvais plus supporter cette incertitude, et une fois de plus, je m'enfuis. Je partis à 5 heures, à pied, me figurant que je pourrais arriver à me glisser dans la maison et jusqu'à la chambre de Linton, sans être vu. Mais les chiens donnèrent l'alarme à mon approche. Zilla me reçut, me dit que le gars se rétablissait gentiment et me conduisit dans une petite pièce propre, avec un tapis, où, à mon inexprimable joie, j'aperçus Linton couché sur un petit sofa et occupé à lire un de mes livres. Mais il ne voulut ni me parler, ni me regarder pendant 1 heure entière, Hélène. Il a un si malheureux caractère. Et ce qui me confondit tout à fait, c'est que, quand il ouvrit la bouche, ce fut pour proférer un mensonge. C'était moi, paraît-il, qui étais cause de toute l'affaire, et Ayrton ne méritait aucun blâme. Incapable de répliquer autrement qu'avec indignation, je me levai et quittai la chambre. Il me lança un faible « Catherine ». Il ne s'attendait pas que je lui répondisse de la sorte, mais je ne voulus pas me retourner. Le lendemain, pour la 2e fois, je restai à la maison, presque résolue à ne plus lui rendre visite. Pourtant, c'était si triste de me coucher, de me lever, sans jamais avoir de ses nouvelles, que ma résolution s'évanouit avant d'être bien formée. J'avais eu le sentiment que c'était mal d'avoir commencé d'y aller. J'avais maintenant le sentiment que ce serait mal de n'y plus aller. Michel vint me demander s'il devait se l'éminer. Je lui répondis que oui, et je considérais que je remplissais un devoir pendant que la bête m'emportait sur les hauteurs. Je fus forcé de passer devant les fenêtres de la façade pour arriver dans la cour. Il était inutile d'essayer de dissimuler ma présence. « Le jeune maître est dans la salle, me dit Zilla, en me voyant me diriger vers le petit salon. J'entrai. Earnshaw aussi était là, mais il sortit aussitôt. Linton était dans le grand fauteuil, à moitié endormi. Je m'approchai du feu et commençai d'un ton sérieux, avec la conviction que ce que je disais était en partie vrai. « Puisque je vous déplais, Linton, puisque vous croyez que je ne viens que pour vous faire du mal, puisque vous prétendez que je vous en fais chaque fois, ceci est notre dernière entrevue. Disons-nous adieu, et dites à M. Heathcliff que vous ne désirez pas de me voir, et qu'il est inutile qu'il invente de nouveaux mensonges à ce sujet. Asseyez-vous, et enlevez votre chapeau, Catherine, répondit-il. Vous êtes tellement plus heureuse que moi que vous devriez être meilleure. Papa parle assez de mes défauts et montre assez le mépris qu'il a pour moi, pour qu'il soit naturel que je doute de moi-même. Je me demande souvent si vraiment je ne suis pas aussi indigne qu'il le dit. Alors je me sens si irritée et si plein d'amertume que je hais tout le monde. Oui, je suis indigne, et de méchante humeur et de méchant esprit, presque toujours. Si vous le voulez, vous pouvez me dire adieu, vous serez débarrassée d'un ennui. Seulement, Catherine, rendez-moi cette justice. Vous croyez que, si je pouvais être aussi doux, aussi aimable, aussi bon que vous, je le serais? J'aimerais autant cela, et même plus, que d'avoir votre santé et votre bonheur. Croyez aussi que votre bonté m'a fait vous aimer plus profondément que si je méritais votre amour. Et quoique je n'ai pas pu, et que je ne puisse pas m'empêcher de vous laisser voir ma nature, je le regrette, et je m'en repens. Je le regretterai et je m'en repentirai jusqu'à ma mort. Je sentis qu'il disait la vérité, que je devais lui pardonner, et que s'il recommençait à me chercher querelle dans un instant, je devrais lui pardonner encore. Nous nous réconciliâmes, mais nous pleurâmes l'un et l'autre pendant tout le temps de ma visite. Non pas uniquement de chagrin. Pourtant, j'étais bien affligée que Linton eût cette nature tourmentée. Jamais il ne laissera ses amis en paix, et jamais il ne sera en paix lui-même. Depuis ce soir-là, je suis toujours allée dans le petit salon, car son père revint le lendemain.
3 fois environ, je crois, nous avons été gais et confiants comme le premier soir. Toutes mes autres visites ont été tristes et troublées, tantôt par son égoïsme et sa maussaderie, tantôt par ses souffrances. Mais j'ai appris à tout supporter avec une patience à peu près égale. Monsieur Heathcliff m'évite à dessein. C'est à peine si je l'ai aperçu. Dimanche dernier, il est vrai, étant arrivé plus tôt que d'habitude, je l'ai entendu injurier cruellement Linton à cause de sa conduite de la veille au soir. Je ne sais comment il en avait eu connaissance. À moins qu'il ne nous eût écoutés, Linton avait certainement été exaspérant, mais enfin, cela ne regardait personne que moi, et j'interrompis la réprimande de M. Heathcliff en entrant et en le lui disant. Il éclata de rire et partit, en déclarant qu'il était heureux que je prisse la chose de cette façon. Depuis, j'ai recommandé à Linton de parler à voix basse, quand il aurait des choses désagréables à me dire. Maintenant, Hélène, vous savez tout. M'empêcher d'aller à Hurlevent, ce serait rendre 2 êtres malheureux. Tandis que, si vous voulez seulement ne pas le dire à papa, mes visites ne troubleront la tranquillité de personne. Vous ne le lui direz pas, n'est-ce pas? Vous seriez sans cœur si vous le lui disiez. Je prendrai une décision d'ici à demain, Miss Catherine, répondis-je. Cela mérite réflexion. Là-dessus, je vous laisse reposer, et je vais y penser. J'y pensais tout haut, et en présence de mon maître. En quittant la chambre de Catherine, j'allais droit chez lui, et lui racontais toute l'histoire, à l'exception des conversations des 2 cousins, et sans faire allusion à Ayrton. M. Linton fut alarmé et désolé, plus qu'il n'en voulut convenir. Le lendemain matin, Catherine apprit que j'avais trahi sa confiance, et elle apprit en même temps que c'en était fini de ses visites secrètes. Elle eut beau pleurer, se débattre contre cette défense, implorer son père d'avoir pitié de Linton. Tout ce qu'elle obtint comme consolation fut une promesse qu'il écrirait et donnerait au jeune homme la permission de venir à la grange, quand celui-ci voudrait, mais en expliquant qu'il ne devait plus s'attendre à voir Catherine à Hurlevent. Peut-être, s'il eût connu le caractère de son neveu et l'état de sa santé, aurait-il jugé bon de ne pas même accorder cette mince satisfaction. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les hauts de Hurlevent. On a donc lu juste 2 chapitres, donc le 23 et le 24. La prochaine fois, on va en lire 3, le 25, 26, 27, rebelote 3, 28, 29, 30, et 2 x 2, 31 et 32, 33 et 34, et c'est finito pipo. Pour vous dire, on est arrivé à... On est à 74% du livre, donc il reste 4 semaines derrière. Parce qu'on est à la page 200 sur 268. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? La petite Catherine, dis donc... Alors, je crois que la Catherine, elle n'a pas d'idée derrière la tête, à part le fait qu'elle se sent sans doute très seule à la grange, que son papa était un peu malade, après c'était Nelly. Elle a... Comme on dirait dans le temps, est-ce qu'elle a le vice? Oui, elle obéit pas, quoi. Elle obéit pas à ce qu'on lui a dit, parce qu'elle comprend pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire de Heathcliff, de son père, de sa mère qu'elle n'a pas connue. Et c'est vrai que du coup, elle est attachée à ce cousin, parce que Linton, ça lui fait peut-être une petite fenêtre dans son existence aussi. Puis je pense que Catherine, c'est quelqu'un de profondément gentil. Elle est assez cruelle avec Ayrton, par contre. Ça, j'aime pas beaucoup. Après, Ayrton n'est pas très fin non plus. Il me fait trop rire, bourriquet, là. Elle est cruelle, mais bon, je pense que c'est de l'humour classiste. Hein. C'est qu'elle, elle vient d'une autre
d'un autre niveau social, entre guillemets, que Ayrton. Enfin, elle a été élevée dans un autre niveau social, donc plus instruite que Ayrton, ce qui fait que elle peut trouver ça bizarre, en fait, que quelqu'un ne sache pas lire. Et là, on a quand même Heathcliff qui est curieusement pas là. Est-ce qu'il est pas là pour permettre justement ces fameuses rencontres entre son fils Linton, qu'il aime pas, hein, enfin il aime personne Heathcliff, entre son fils et Catherine pour pouvoir acheter la grange après. Il fait un peu des plans sur la comète quand même, hein. Parce que si son fils hérite de la grange, ça veut dire que Edgar Linton est mort, et que son fils, donc c'est déjà première étape, et que son fils aussi, avant ça, sans doute, s'est marié avec Catherine, donc la fille d'Edgar. Ça fait quand même deux grosses étapes, c'est pas gagné. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans... On apprend en fait que ça a été le cas, hein, que de nos jours, Heathcliff est le propriétaire et que Catherine est la veuve de Linton, la jeune Catherine. Donc c'est comme ça. Donc probablement le père de Catherine va mourir dans pas trop longtemps non plus. On le voit pas trop aussi là. Donc il me semble qu'il était aussi quand même décrit Edgar Linton comme quelqu'un d'un petit peu fragile sur le plan de la santé. Alors que Nelly, elle est costaud, hein, au final. Nelly, elle est... Mais ils ont quand même tous chopé une espèce de grosse crève. Linton, il crache du sang. Ça fait tuberculose. Pas terrible. C'est pour ça qu'ils disent tous qu'il va mourir vite. Par contre, Nelly qui est en train de dire bah, j'espère que ce petit con, en gros, il va mourir à 18 ans plutôt qu'à 20. C'est pas très gentil. Ça m'a... Enfin, je me suis dit, bah, dis donc, mais Nelly... Là, tu vois, tu dépasses encore un peu des petites bornes de la femme de charge, de son boulot. Faut pas dire ce genre de choses, c'est pas très chrétien, c'est pas très gentil. Mais ça m'a pas fait spécialement rire. Après, Linton, c'est pas spécialement non plus un personnage que j'apprécie parce qu'il est, il est un peu sur le registre de la plainte, mais c'est quelqu'un qui est très malade, hein. Moi je dis tuberculose, mais je sais pas, hein, c'est peut-être autre chose, mais il est quand même décrit comme étant maladif, il fait régulièrement malade, il se fatigue très vite, il est nerveux. Probablement que si je savais que dans les 2 ans je mourrais, je serais peut-être pas très enjouée, hein. Donc quelque part, ça explique son comportement de petit gamin capricieux, parce que peut-être qu'il a été surprotégé par sa mère, Isabelle Linton, la, la sœur d'Edgar. Mais il est pas sympathique, Linton. Il est seul aussi. Il est seul parce que personne s'occupe de lui vraiment, à part peut-être Zilla un petit peu, mais Zilla, j'ai l'impression qu'elle est un peu... j'ai l'impression qu'elle essaye un peu plus de faire des trucs à l'extérieur parce que... Hein. Joseph... Ah mais Joseph, j'étais en train de me dire, oui, il fait osseux là, peut-être qu'il va pas tarder à y passer non plus, mais il est dans le présent. Ce qui veut dire que 2-3 ans après, Joseph est encore là. Mhm. Joseph, il est pas facile comment dire, à incarner. Parce que bonjour l'accent. Mais bref. Je ressens pas du tout une espèce d'attirance ou d'ambition amoureuse entre Linton et Catherine. Alors Catherine, je pense qu'elle est très naïve. Linton aussi. Mais Linton, il a été bien briefé par Papa Heathcliff, qui disait bah ça serait quand même vachement bien que tu te maries avec elle. T'as vu, elle est gentille, elle va s'occuper de toi, je pense. Et puis moi, au passage, si tu clames, j'hérite de sa maison. Au passage, hein. Heathcliff, père de l'année, il l'a aussi. C'est le... C'est famille dysfonctionnelle, hein. On sent quand même vachement la pression de Heathcliff sur Linton. Puis Linton, je pense que il est super influençable. Puis il a peut-être pas... Je sens pas la personne particulièrement intelligente. Je suis pas sûre qu'il soit dans la... Je pense qu'il est trop malade en fait pour avoir du temps ou de l'énergie pour réfléchir par lui-même.
À part le je veux tout de suite. Linton, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ayrton, il fait mal au cœur. Ayrton, je le sens amoureux. Il a fait l'effort de peut-être apprendre avec, je sais pas, un palefrenier ou quelqu'un, apprendre ses lettres, déchiffrer son nom et son prénom. Et derrière, en récompense, il a Catherine, que je pense qu'il est amoureux d'elle, hein, Catherine qui se moque de lui. Il fait mal au cœur. J'aime bien Ayrton. Après, Ayrton, il a des réactions de rustre, mais parce qu'il a été aussi. Il a été élevé comme ça, hein. Ouais, Ayrton, il a pas une existence heureuse du tout. Est-ce que ça va s'adoucir après? On sait pas. Donc voilà. Je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus parce que bah, je sèche, puis j'approche des 10 minutes. Donc, merci de continuer à être là pour m'écouter déblatérer ou juste m'écouter lire. Je vous souhaite un très bon dimanche. Reposez-vous bien. J'espère que ceux qui ont déménagé ne sont plus trop dans les cartons et qu'ils ont réussi à se reposer. Et oui, c'est un message privé, ça. Et je vous dis à mercredi sans doute et à samedi prochain pour la suite des contes. On sera avec la Reine des Neiges de Hans Christian Andersen et donc les chapitres 25, 26, 27 et les chapitres 25, 26, 27 des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Salut!